Salin Holidays vous fait voyager avec Breton d'ailleurs. Bonjour, bienvenue à Monaco. Je me trouve juste en face du fameux rocher. C'est là où vit le prince Albert II de Monaco. Monaco, c'est en fait une petite enclave en France d'à peine 200 hectares, tout juste à côté de l'Italie. On y a rencontré beaucoup de Bretons, vous allez le voir, surtout des Bretons qui travaillent en lien avec la mer dans le secteur maritime, mais aussi l'ambassadrice de France à Monaco, qui est une Bretonne. Et enfin, on a trouvé un espion venu de Bretagne. Allez, c'est parti. C'est du jardin exotique de Monaco que la vue sur la principauté est la plus belle. Construit à flanc de falaise dans les années 30, il abrite pas moins de 7000 plantes, dont beaucoup de variétés de cactus provenant d'Amérique et d'Afrique. L'endroit est l'une des 25 étapes du parcours Princesse Grace, dont le souvenir est partout présent. Écrin de verdure dans un univers beaucoup plus bétonné, le jardin exotique tranche avec le reste de Monaco, déjà très construit, mais toujours en chantier. La principauté devrait ainsi encore s'agrandir de 6 hectares gagnés sur la mer, grâce au titanesque projet de polder et d'écoquartier de l'Anse du Portier, dont les travaux s'achèveront en 2025. Il s'agira d'y loger une population grandissante, quoique réduite compte tenu du peu d'espace. Aujourd'hui, ce paradis fiscal compte quelques 38 000 habitants, avec une particularité: les Français sont les seuls à payer des impôts depuis les conventions fiscales conclues en 1963 entre le général de Gaulle et le prince Régnier. Il faut donc qu'ils aient une bourse bien garnie, car la densité, l'encombrement et la demande sont tels que les prix de l'immobilier atteignent des sommets, entre 40 et 100 000 euros le mètre carré. L'endroit le plus ancien et le plus pittoresque de Monaco est le Rocher, avec sa vieille ville et ses jardins. Un rocher déjà habité avant les Phéniciens. Ce point stratégique, avec son port naturel, a été l'objet de convoitises pendant de nombreux siècles, jusqu'au hold-up d'un certain François Grimaldi, au XIIIe siècle. Déguisé en moine franciscain, ce notable, issu d'une riche famille génoise en exil, prit par surprise le château de Monaco. Et ainsi démarra l'histoire de la dynastie Grimaldi, qui préside depuis 7 siècles maintenant aux destinées de la principauté. Depuis, la forteresse est devenue un palais, que l'on peut visiter une partie de l'année. Si la famille Grimaldi compte maintenant des descendants aux origines américaines et australiennes, elle a aussi des racines bretonnes, ce qui explique peut-être cet amour pour la mer d'Albert Ier, le prince navigateur, initiateur de l'incontournable musée océanographique, une passion qu'il a léguée à Albert II, capitaine de vaisseau lui-même, un prince à la pointe sur l'écologie, la sauvegarde des océans et le développement durable, via sa fondation notamment. En témoigne cette navette électrique autonome sans chauffeur qu'il a tout juste lancée sur le rocher. Notre premier rendez-vous a lieu à l'ambassade de France de Monaco, la seule ambassade présente avec celle de l'Italie. Nous y rencontrons l'ambassadrice, Marine de Carnet, d'origine costarmoricaine, qui nous confirme que les liens entre la Bretagne et Monaco sont très anciens. En effet, il y a des liens historiques entre la Bretagne et Monaco. Le prince lui-même est descendant d'un breton, le sieur de Gouillon-Matignon, depuis 1715, donc ça fait déjà près de 3 siècles. Et parce que la famille Grimaldi n'avait pas de descendants mâles, et donc ils sont cherchés à s'allier à une grande famille française. Et à l'époque, c'est la seigneurie de Matignon qui correspondait le mieux, et donc le Matignon de l'hôtel Matignon. Et donc la semaine dernière, sur cette place du Palais, vous entendiez les bagades de 5 ans,
les danses bretonnes avec les coiffes. Il y avait des huîtres, bien sûr, il y avait des couilles-gamanes, il y avait la lutte bretonne, on parlait breton et c'était voilà, la concrétisation charnelle de cette relation entre le prince de Monaco et les possessions et les alliances qu'il a en France. Et ce n'est peut-être pas tout à fait par hasard si l'ambassadrice de France est donc bretonne. Comme disait Orsena, on trouve deux choses partout dans le monde, les Bretons et le Coca-Cola. Mais les Bretons sont plus sympas, dit-il. Et donc il y a toujours des Bretons ici, bien sûr, parce qu'il y a la mer, le port, donc forcément ça attire les Bretons. Donc la mer, ça j'y tiens, ça c'est pas un hasard, je pense effectivement si je suis là, si on est là. Il y a la mer, le soleil, population qui est très sympathique, qui est beau, qui ne correspond pas du tout au cliché qu'on a de Monaco. Vraiment, c'est l'aspect village, les gens sont très proches, très accueillants. Et il y a une grande qualité culturelle, une grande qualité de vie, sportive. On le sait, le football, le basket, le tennis. Et puis ma famille vient et les amis viennent. Et il y a une connexion directe entre Nice et Rennes, et Nice et Nantes. Il y a des vols directs et quotidiens. Bon, ma famille vient des Côtes-d'Armor, de différents coins des Côtes-d'Armor, entre Dinard, qui n'est pas tout à fait les Côtes-d'Armor, et Saint-Brieuc, en passant par Coëtlogon, qui est au fond des Côtes-d'Armor. Donc un triangle à la fois rural et marin. Et ça passe au milieu par Matignon, comme par hasard. Et voilà, la boucle est bouclée. Nous quittons l'ambassadrice de France pour nous aventurer plus avant à Monte-Carlo, le plus chic des 3 quartiers de la principauté. Connu pour son circuit automobile, son tournoi de tennis, ses enseignes huppées et ses hôtels de luxe. Tous les hôtels de ce luxueux quartier ainsi que le casino sont gérés par la Société des Bains de Mer, une compagnie fondée en 1863 par le prince Charles III, qui fit la fortune de Monaco. C'est le cas de l'hôtel de Paris, où je termine le livre de mon prochain breton. C'est le cas aussi de l'hôtel Hermitage, où il m'a donné rendez-vous. Un hôtel 5 étoiles au style Belle Époque, entouré de voitures de grand luxe. Ferrari, Lamborghini, Tesla et bien sûr Aston Martin, la voiture de James Bond. C'est le cadre parfait pour rencontrer un ancien espion, le colonel Thierry Jouan. Ce costarmoricain de naissance, devenu monégasque en 2015, s'est démasqué il y a quelques années dans un livre autobiographique, De l'ombre à la lumière. Alors, colonel Jouan, ma première question, c'est comment êtes-vous passé d'une vie dans l'ombre à une vie dans la lumière depuis quelques années maintenant? Je trouve ça particulièrement courageux. Cette transition, comme vous dites, de l'ombre à la lumière n'est peut-être pas si évidente que ça, mais bon, ce livre m'a permis quand même, à des fins d'exutoire, donc de mettre un terme à certaines choses que j'avais dans la tête et qui me nouait l'estomac et qui me faisait beaucoup de mal. Et j'ai surtout pu expliquer à mes enfants ce que j'étais, ce que j'avais fait et pourquoi je l'avais fait. Donc oui, on peut dire que maintenant je suis à la lumière de tous ces mensonges. Voilà. Ce qui m'a vraiment le plus marqué, c'est la férocité de l'être humain, l'atrocité de l'être humain, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit jaune. J'ai vécu des massacres. Et je peux vous garantir que c'est incompréhensible. Mais bon, on remplit la mission. Donc, on vous appelle. On vous dit, bon, vous allez partir 3 semaines, 1 mois, 3 mois. J'ai appelé mon épouse. Je ne pouvais pas lui dire où j'allais, ni ce que j'allais faire.
Je lui demandais juste par téléphone, est-ce que tu peux m'aider, tu peux préparer des affaires pays chauds. Voilà, donc elle savait que je partais dans des pays... et je lui disais, écoute, je rentre dans 3 mois. Voilà. C'est pas pour rien que votre fils est acteur. Oui, et il joue très très bien, croyez-moi. Il a joué avec Roger Moore. Enfin, Roger Moore a accepté gentiment, alors qu'il était très fatigué, de venir tourner une scène dans un film dans lequel mon fils était acteur principal. I seduced well over 60 women in 7 movies and never found the right one. But you found the right one. Après 13 années passées dans les services secrets français, Thierry Jouan devient ensuite, pendant 6 ans, l'aide de camp du prince Albert. Alors, un aide de camp, c'est un homme, c'est forcément un homme qui s'occupe de la planification, de l'organisation et de la gestion de tout son agenda professionnel. C'est du 24 heures sur 24. Il faut savoir parfaitement parler l'anglais, écrire l'anglais, puisque vous devez répondre à des premiers ministres ou à des cabinets de ministres, de chefs d'État, en français et en anglais. C'est très, très prenant. C'est surtout très gratifiant et enrichissant. Voilà. Même étant monégasque, vous vous sentez quand même breton, Ah oui. entièrement breton? Non, j'ai toujours été. J'ai toujours dit à ma famille, moi je suis breton dans l'âme, j'aime cette région de France. Toute la famille était, je dirais, encastrée entre Saint-Brieuc, Binic, Guingamp, Trégastel, Landrélec, Pleumeur-Boudou. Tout le monde était là-bas. Maintenant, j'ai vraiment cette attirance pour cette partie de la Bretagne, le Morbihan, parce qu'il y fait un petit peu plus chaud que dans le nord et que la température de l'océan est un petit peu plus chaude également. Voilà. On quitte l'hôtel de luxe, les voitures de sport et les fauteuils matelassés, que l'on retrouve même dans des petites voitures électriques ici, pour rejoindre d'autres selleries en cuir surpiqué. Et un autre breton, François. Ce Malouin nous embarque sur son premier bateau électrique, d'1 demi-million d'euros, tout juste inauguré. Racontez-nous un peu votre parcours de la Bretagne, Saint-Malo, Saint-Briac même. C'est ça, de la Bretagne jusqu'à Monaco. ici. Ouais. Alors toujours moi, pas loin. Je suis né à Saint-Malo il y a un peu plus de 30 ans maintenant. On habite entre Saint-Briac et Saint-Lunaire avec ma famille. Et passage par Paris pour faire mes études. Un passage par Londres pour étudier en stage dans tout ce qui est organisation internationale dans le milieu maritime. À New York également à l'ONU, toujours sur ces problématiques un peu géopolitiques, par rapport à mes études notamment. Quelles étaient-elles? J'ai fait une licence de sciences politiques à la Sorbonne et j'ai fait un master de géopolitique relations internationales à Londres. D'accord. Je suis toujours intéressé par la géopolitique, le transport maritime de manière assez globale, on va dire. Et puis après, retour à Paris après tout ça pour faire quelque chose de plus concret, du conseil en développement commercial. Milieu maritime, milieu offshore, toujours dans ces cercles-là. Pour arriver à Monaco il y a 1 an et demi. Le projet a 3 ans, le projet de la Neva a 3 ans. L'idée était de faire un bateau propre, mais surtout sur les rivières. Et au fil des rencontres, on a élargi nos ambitions, on va dire. Et on est arrivé à Monaco il y a 1 an et demi, au moment où ils ont ouvert l'incubateur d'État Monaco Tech, créé par le gouvernement monégasque, Monaco Télécom et Xavier Niel. C'est un bateau qui a été aussi pensé dans sa construction. Donc on a travaillé sur les matériaux, donc on travaille avec la fibre de lin, vous voyez ici, on travaille avec du liège. La structure est en bois aussi durable. La sellerie est 100% recyclable. Donc c'était vraiment pousser au bout le concept, tout en ayant un bateau à la fois performant et qui soit quand même joli, qui donne envie, quoi. Ça, c'est le premier. Il a été inauguré d'ailleurs par le prince, tout récemment. Exactement, le 26 avril dernier, au Yacht Club de Monaco. La fondation du prince aussi qui était représentée, quelques ministres, voilà. Vraiment toujours de ces sujets-là qui sont assez importants en principauté. Le yachting, le transport vert, les énergies renouvelables, donc c'est vraiment quelque chose de... Voilà, on est là aussi pour ça, quoi. Ça parle vraiment au prince? Ça s'inscrit naturellement dans la politique qui a été donnée par le souverain. Et c'est pour ça qu'on a un écosystème très très intense et très riche pour ce qu'on fait et qu'on est relativement bien accueillis. Un particulier peut acheter ça? Oui, exactement, un particulier. On discute avec des particuliers, soit ici en Méditerranée, soit sur les lacs. On est beaucoup sur les lacs en Suisse, en Italie, en Allemagne. On travaille beaucoup avec les hôtels pour faire du transport de clients.
Et un troisième marché, c'est celui du tender, du super yacht. Voilà, c'est aussi une petite niche de marché ici à Monaco, mais tous les yachts qui font plus de 50 mètres ont souvent plusieurs annexes, entre guillemets. Et voilà, une pourrait être une électrique, assez pratique en termes d'usage. Les super yachts, notre prochain breton les connaît bien. C'est lui qui les achemine dans le petit port de Monaco. Philippe est le pilote du port. Installé depuis près de 7 ans sur le rocher, cet originaire de Saint-Briac nous accueille à la descente de son bateau. Tout de rouge et de blanc vêtu, les couleurs du drapeau monégasque. Le pilote, c'est le conseiller du commandant. Si vous voulez, le commandant arrive avec son bateau, il connaît son bateau évidemment, il ne connaît pas forcément le port. Donc le pilote, lui, il connaît le port, il ne connaît pas forcément le bateau. Donc je monte à bord quand le bateau arrive au large, je monte à bord avec ce petit bateau, le bateau pilote, le pilot boat. Donc je monte par l'échelle de pilote, j'arrive à la passerelle et là, le commandant, je lui explique ce qu'on va faire. Et donc on fait une manœuvre à deux. Voilà, c'est un travail d'équipe. Moi je connais la configuration du port, les courants, les vents, les dangers. Et puis lui il connaît son bateau. Donc on essaye de faire la plus belle manœuvre et la plus sûre surtout. Mais la difficulté, c'est l'exiguïté du port, c'est les distances qui sont assez réduites. On essaye de casser au maximum le maximum de bateaux. Donc la difficulté, elle est là. Ce sont les distances et la taille des navires qui est assez imposante. Et des navires imposants, ce marin en a vu. Lui qui a fait une grande partie de sa carrière dans la marine marchande et l'affrètement. Ça démarre à l'âge de 17 ans. J'ai dit à mes parents que je voulais être marin et que je voulais faire du long cours. Donc je me suis retrouvé chez les curés, à l'école de Carsa à Paimpol, cours préparatoire au concours de la marine marchande. Et donc j'ai commencé les cours et on alterne les cours avec une formation embarquée. Donc à 17 ans, je me suis retrouvé comme pilotin embarqué sur un cargo de la Dorbigny qui allait au Brésil. J'ai passé 4 mois à bord. J'ai débarqué, la vocation était plus ferme que jamais. Ma maman ne m'a pas reconnu, mais là j'étais déjà marin. J'étais élève et puis lieutenant aux messageries maritimes, ensuite à la CGM, qui allait devenir ensuite la CMA-CGM. J'y ai passé 20 ans et puis je me suis retrouvé chez Maersk, que tout le monde connaît parce que c'est le numéro 1 au conteneur, l'armement danois. Et j'y ai passé 10 ans. Et comme je n'avais pas envie d'arrêter, le hasard a bien fait des choses. Je suis tombé sur une publicité de poste. On cherchait quelqu'un aux affaires maritimes de Monaco. Donc je suis venu à Monaco et j'ai eu la chance que le pilote en place prenne sa retraite au moment où j'arrivais, ou à quelques mois près. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve pilote à Monaco. Avant de se quitter, Philippe nous montre le bateau du Prince Albert, qui est aussi le président du Yacht Club de Monaco. Le Twiga est un beau voilier, une rareté parmi ces yachts à moteur. Au total, quelques 1200 bateaux sont immatriculés à Monaco. C'est ce que nous dit une autre amoureuse de la mer, Armelle. Cette fille et petite-fille de marin brestois est en charge des affaires maritimes de Monaco depuis 6 ans. Alors en fait, l'administration des affaires maritimes, c'est l'administration qui réglemente toutes les activités maritimes. Alors d'abord, c'est l'administration du pavillon, donc ça réglemente tout ce qui concerne l'immatriculation, les visites de sécurité, tout ce qui concerne un navire, de plaisance comme de professionnel. C'est-à-dire que à la fois on prépare les textes et on les applique. Et donc après, on essaye de dupliquer au niveau d'un tout petit État les mêmes règles que dans un grand État comme la France ou l'Italie. Après, on travaille beaucoup avec la France et l'Italie au sein d'organisations régionales, notamment de lutte contre la pollution marine ou de protection des cétacés, par exemple. En attendant de rentrer en France, puisqu'elle est fonctionnaire détachée ici, cette mère de 3 filles revient régulièrement dans le Finistère. Tous mes souvenirs d'enfance, c'est la pêche à pied et les grosses vagues de la presqu'île de Kermorvan au Conquet. Enfin, ça, c'est vraiment propre. Aujourd'hui, on y va tous les 2-3 ans parce que les enfants aiment beaucoup ça. Mais la petite dernière, elle est née en Bretagne. Elle est vantaise et pour le coup, elle affiche haut les couleurs
puisqu'elle a son drapeau breton dans sa chambre. Elle est très attachée à la Bretagne, d'ailleurs, n'aime pas beaucoup la chaleur. Donc elle est prête à suivre et elle a compris que c'était le destin du marin de reprendre la route et de reprendre le sac. On est au bord de la mer, mais on est très très loin de la Bretagne en termes d'activité. La grande plaisance, on en voit assez peu en Bretagne, donc c'est bien d'avoir des deux côtés. La pêche, c'est pareil. Ici à Monaco, on a un pêcheur professionnel. On le soigne, mais ce n'est pas du tout la même activité économique que quand j'étais dans le Morbihan, où on gérait beaucoup de pêche et beaucoup de conchyliculture. Ici, il n'y a pas d'élevage de coquillages parce qu'il n'y a pas de plateau continental, donc c'est profond tout de suite, donc il n'y a pas de coquillages. Et de la pêche, il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace. Et pourtant, nous en avons trouvé un éleveur de coquillages, un éleveur d'huîtres, qui plus est, dans le quartier de Fontvieille, le plus récent des quartiers construits sur la mer, et connu pour héberger le stade Louis II, qui accueille les rencontres de l'AS Monaco. Frédéric a fait ses classes en Finistère Sud, avant de bouger vers le sud tout court. Je suis arrivé en 97 ici pour justement, avec un ingénieur en biologie marine qui s'appelait Denis Gay. De là, on a fait pendant 15 ans de la reproduction de poissons. Enfin, lui, il est parti avant, mais moi, j'ai continué l'activité. Voilà, dans le loup, la dorade, l'ombrine tropicale et le maigre. Et après, en 2011, comme la société voulait se séparer du lieu, on a décidé de reprendre l'activité dans la mesure où on a vu qu'il y avait des huîtres dans la canalisation. Donc, on s'est dit, on va faire une écloserie d'huîtres. Donc, j'ai commencé à faire des petites huîtres. Du coup, il développe son activité et y ajoute un restaurant. Alors après, étant donné qu'on a un pompage en eau de mer, on s'est dit, tiens, ce qui peut être intéressant, c'est faire de l'affinage d'huîtres. Voilà. Donc de récupérer des huîtres de Bretagne ou de Normandie et de les mettre en affinage pour justement arriver à servir aux gens des huîtres sorties de l'eau de mer. Le restaurant, il a été ouvert, on a eu les autorisations le 6 juin 2014. Alors c'était de la dégustation au départ. Et après, j'ai fait venir d'autres produits, comme le homard breton, je fais la langouste de la Méditerranée, les palourdes du Mont-Saint-Michel, pour justement avoir une qualité de produit breton, déjà. Bon, méditerranéenne, certes, parce qu'il y a les langoustes, mais c'est du vivant. Tout est sorti de l'eau de mer. Et donc, c'est tout l'avantage que l'on a, c'est que tout est dans l'eau de mer, à des températures de 8-10 degrés, donc c'est des produits ultra frais, quoi. Avec l'ouverture du restaurant, c'est un autre métier que Frédéric a appris et qui lui rappelle la Bretagne. C'est un autre métier, mais bon, après, moi j'aime bien les produits de la mer, déjà, par la base, parce que dans mon enfance, quand j'avais 4 ans, je faisais les marées à Saint-Malo, voilà. Et donc j'avais pêché les homards, j'avais pêché les couteaux où on mettait du sel à marée basse pour sortir les couteaux, j'avais pêché les palourdes dans la baie du Mont-Saint-Michel. Enfin tout ça c'est un peu ma culture, on va dire. Et il est vrai qu'après, quand on aime les produits de la mer, on aime faire partager les choses. Et à partir de ce moment-là, on aime bien cuisiner, obligatoirement. Donc c'est pour ça que par exemple je fais des homards bretons. Moi je les ai bouillantes, je les mets à la plancha et naturelles, avec un beurre de Guérande à la fleur de sel, tac, et c'est tout. Pour que justement les gens, ils savent ce que c'est le homard sorti de l'eau de mer. Voilà. Ainsi se termine ce Breton d'ailleurs à Monaco, au pied du musée océanographique. Et ça tombe bien puisqu'on a beaucoup parlé d'océan et de mer dans ce Breton d'ailleurs. Comme d'habitude, je vais vous dire un au revoir dans la langue du pays. Il y en a une, c'est le monégasque, qui ressemble beaucoup à un dialecte italien avec une petite particularité. Il manque 3 lettres à l'alphabet monégasque, à savoir le K, le W et le X. Allez, comme on dit ici, a se rivede!
Holidays vous a fait voyager avec Breton d'ailleurs.